Donc, je suis vraiment ravie de vous voir aussi nombreux aujourd'hui en ligne. Donc, plus de 40 personnes en ligne en direct et également plus de 225 inscrits pour être tenus au courant de cet événement, de ce projet. Et je suis donc aujourd'hui, donc d'abord, moi je m'appelle Elisabeth Sauter-Monique, je suis la responsable du bureau d'assistance nationale eTwinning France. On est basé à Réseau Canopé et avec moi aussi aux commandes, on a Steven Cudby, qui est un formateur au sein du bureau national eTwinning France. Et nous avons le grand plaisir aussi d'intervenir aux côtés, surtout pour soutenir nos collègues de l'association Convoi 77, donc Georges Mayer, président de l'association, et Claire Podetti, la coordinatrice pédagogique du projet international Convoi 77. Donc je vais pas intervenir très longtemps, mais donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille avec l'association. Dans le slogan, enfin, si on peut dire ça comme ça, c'est enseigner autrement l'histoire de la Shoah, et eTwinning, c'est enseigner autrement tout court. Donc c'est vrai qu'on est sur des enjeux proches, des démarches innovantes de pédagogie des projets et sur des valeurs fortes qui sont très très liées. Et donc on est toujours très content des occasions qu'on a pour collaborer ensemble. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous informer du projet Convoi 77. Certains d'entre vous avaient indiqué le connaître déjà, mais la majorité non. Et donc, on va avoir un temps d'introduction par M. Georges Mayer, suivi d'une intervention de Claire Podetti sur la démarche de projet autour des biographies. Après ces deux temps, on aura un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va les relever au fur et à mesure. Et comme ça, ce sera tout simplement plus efficace et confortable de les traiter en une seule fois. Et après, on va terminer par quelques pistes en lien avec eTwinning, voilà, qui vous permettront peut-être d'associer cette démarche ou pas à un projet eTwinning. Et pour ceux qui ont encore quelques minutes disponibles à la fin, on vous propose de nous rejoindre pour un petit café virtuel sur l'outil WonderMe, qui nous permettra d'échanger un peu souplement et de rencontrer aussi les différents participants au webinaire. Donc, c'est tout pour moi pour le moment. Donc, je vous laisse la parole, Georges. Et j'arrête de partager mon écran. Merci Elisabeth. Je ne vois et n'entends personne, donc j'espère que vous m'entendez. Faites-moi un petit signe si vous m'entendez. Voilà, ok, très bien. Voilà, je suis maintenant, j'ai le sentiment de ne pas être tout seul, ce qui est quand même plus agréable. Merci d'être, bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour cette présentation du projet international Convoi 77, je vais partager mon écran. Le projet international Convoi 77, comme Elisabeth l'a dit, nous proposons de transmettre autrement l'histoire de la Shoah aux adolescents nés au XXIe siècle. Alors, qu'est-ce que l'on entend par là? C'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Ça y est, j'ai appuyé sur un mauvais bouton et je ne vois plus ma présentation. Est-ce que vous la voyez ou pas? Nous le voyons toujours. Ok, alors j'aimerais bien savoir pourquoi moi je ne la vois plus. Aïe, aïe, aïe. Une seconde. Voilà, c'est bon maintenant. Par contre, je ne peux pas passer. Alors, vous ne pouvez pas passer de slide, c'est ça? Peut-être par en bas. Non, je ne peux pas passer. Ou bien mettez bien votre souris sur votre curseur sur la présentation et pas sur l'écran Teams. Ok, je mets la souris sur la présentation. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, cette association, nous l'avons fondée à la fin de 2014. C'est une association, je vais aller assez rapidement sur ces éléments, qui a été enregistrée en France, association loi de 1901, et qui a donc comme principaux objectifs, j'insiste d'abord, l'éducation et ensuite la mémoire. Le convoi 77, c'est le dernier grand convoi qui a quitté Drancy pour Auschwitz le 31 juillet 1944, à un moment où il est certain que les nazis ont perdu la guerre. Les Américains sont à 40 km de Paris.
et il n'empêche que le commandant du camp de Drancy, Alois Brunner, continue sa folie meurtrière et va tout faire pour envoyer un dernier grand convoi avec plus de 1300 déportés dans ce convoi de Drancy jusqu'à Auschwitz. Et comme il n'a pas a priori suffisamment de gens pour mettre dans ce convoi, il va faire rafler plus de 300 enfants qui étaient dans des orphelinats juifs de la région parisienne, qui vont aussi être déportés par ce convoi à Auschwitz. La troisième particularité de ce convoi emblématique, c'est qu'il y avait à bord de ce convoi des hommes, des femmes et des enfants de 32 nationalités différentes, c'est-à-dire qui étaient nés dans 32 pays différents. La grande majorité des enfants étaient nés en France, mais les adultes étaient, eux, nés dans des 32 pays différents. Quels sont les objectifs de notre projet? Nous proposons en fait quelque chose, une idée relativement simple. Il s'agit donc de proposer à des lycéens entre 14 et 18 ans, en gros entre les classes de 3e et les classes de terminale, qui vivent aujourd'hui dans les lieux de naissance ou de résidence de déportés du convoi 77, de réaliser un travail de recherche afin de reconstituer l'histoire personnelle d'une personne, d'un déporté qui est né ou qui a vécu là où ils vivent aujourd'hui. C'est donc ça la grande originalité de notre projet. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'un véritable travail de recherche, un travail d'investigation qui commence par un travail de recherche documentaire, qui se poursuit par des recherches de témoignages. Ce peuvent être des témoignages de témoins, de déportés eux-mêmes. Il y a aussi bien sûr la possibilité de visiter des lieux dans la proximité, que sont des centres d'archives, quelquefois les archives régionales où on va pouvoir trouver des documents. On peut aller aussi à la bibliothèque, trouver et consulter la presse de l'époque, mais on peut aussi visiter des musées et des lieux de mémoire. Et à la fin de ce processus, l'objectif est donc d'écrire la biographie d'une personne particulière, de cette personne particulière sur laquelle, en fait, l'ensemble de la classe ou une partie de la classe a travaillé pendant une partie de l'année ou, comme c'est souvent le cas, pendant une année complète. Étudier autrement l'histoire de la Shoah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on propose, au lieu d'avoir un enseignement frontal où un enseignant délivre un contenu particulier, nous proposons de travailler avec des pédagogies actives, nous proposons de faire de l'histoire de proximité, c'est-à-dire de ne pas aborder la Shoah comme étant un événement de la Seconde Guerre mondiale, mais comme étant quelque chose qui nous concerne, qui me concerne, moi, adolescent, parce que c'est quelque chose qui s'est passé à côté de chez moi et qui a plus de sens pour moi. Nous proposons de travailler avec une véritable démarche scientifique qui va démarrer par l'observation de faits ou de documents, qui va se poursuivre par un travail d'analyse que l'enseignant, bien entendu, va coordonner, la mise en évidence d'hypothèses concernant ce qu'a été l'histoire de cette personne et pour arriver à des conclusions qui seront finalisées par l'écriture de la biographie. Donc, ce sont les élèves qui mènent l'enquête et l'enseignant est dans une position, je dirais, où il les guide, où il leur donne des conseils, mais ce sont eux qui, dans la mesure du possible, donnent l'impulsion, organisent le travail, bien sûr sous la responsabilité du ou des enseignants, et donc ils sont les véritables agents et les véritables leaders de ce projet. Ce travail peut être réalisé souvent à l'initiative d'un enseignant d'histoire-géographie, mais pas toujours. Les initiateurs sont quelquefois des enseignants de langue. Des initiateurs peuvent être aussi des enseignants d'autres matières, éducation civique, je ne sais pas si on utilise encore ce terme, mais c'est celui que j'ai utilisé, ou aussi quelquefois des documentalistes ou d'autres personnes dans le cadre de
de l'établissement. Très rapidement, l'historique du projet que nous avons lancé par une expérimentation dans quelques établissements scolaires de la région parisienne en 2016. Le projet a été lancé officiellement avec le ministère de l'Éducation nationale en France en 2017, à l'occasion de la journée du 27 janvier, donc la journée qui est dans le monde la journée de la mémoire de l'Holocauste, et qui est la journée en souvenir des crimes contre l'humanité en France. Le projet s'est développé en 2018-2019 avec le début de la mise en œuvre de la dimension internationale du projet, et il se poursuit aussi bien en France qu'à l'international depuis. Comment fonctionne ce projet? Nous avons un outil principal que vous verrez ensuite et que vous pourrez consulter, qui est notre site, qui s'appelle www.convoi77.org, qui existe en 3 langues, en français, en anglais et en polonais. Lorsque l'on souhaite participer à ce projet, d'abord on s'inscrit en ligne sur le site, on pourra vous donner quelques détails par la suite pour ceux qui souhaitent le faire. La seconde étape est l'attribution d'un déporté. Ce déporté peut vous être attribué par nous-mêmes, c'est-à-dire par l'association, en fonction de votre lieu de résidence ou le lieu dans lequel vous travaillez, vous enseignez. Mais s'il n'y a pas de déporté dans le lieu où vous vous trouvez, nous pouvons, en accord avec vous, trouver un déporté sur lequel vous aurez la possibilité de travailler. À partir du moment où on vous a attribué un déporté, on met à votre disposition, on crée un espace de travail dédié, une sorte de site intranet, où vous pourrez avoir un accès direct avec un identifiant et un mot de passe, et sur lequel vous aurez la possibilité de travailler en ligne. Vous aurez accès à un certain nombre d'éléments dont je vais parler tout de suite, que sont bien sûr des documents que nous mettons à votre disposition pour commencer à travailler sur l'histoire spécifique du déporté sur lequel vous avez choisi de travailler, mais vous aurez aussi la possibilité de trouver des outils de travail et un forum qui vous permettra d'échanger avec d'autres enseignants et avec nous-mêmes, et ce sera aussi le lieu de l'écriture de la biographie avant qu'elle ne soit, dernière étape, mise en ligne sur le site de l'association. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons à votre disposition 2 sites, le site général, le site tout public dont j'ai donné les coordonnées tout à l'heure, qui est donc le site convoi77.org, et un site spécifique qui vous est réservé. Je reviendrai par la suite et Claire aussi sur ces différents aspects. Un extrait du site général, voici la première page du site général. Quand vous irez le consulter, c'est ce que vous verrez dans un premier temps. Je mets juste en évidence une des pages de ce site qui est importante, c'est la liste des déportés que vous trouverez à partir de la page générale que vous avez vue précédemment. Et donc, vous voyez que vous avez la petite flèche rouge vous indique qu'il y a un moteur de recherche qui vous permet de rechercher, par exemple avec le nom de votre ville, s'il y a des déportés qui existent dans votre ville ou votre village, et donc de ce fait pouvoir vous inscrire pour participer à ce projet. Comment vous inscrire? C'est une autre page que vous verrez ensuite. Vous allez sur un endroit qui s'appelle « Participer au projet » et vous inscrivez simplement en ligne en remplissant vos coordonnées, à la suite de quoi nous revenons vers vous pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Je passe très rapidement, Claire va développer ensuite sur un extrait du site numéro 2. Admettons que je sois un enseignant. Voici donc comment apparaît ma page de travail. C'est par exemple au milieu ma photo avec autour, si je le souhaite, la photo des élèves de la classe et avec donc la possibilité d'accéder à un certain nombre d'outils que sont des conseils pédagogiques et des tutoriels,
essentiellement les documents d'archives spécifiques qui concernent le déporté sur lequel vous allez avoir à travailler, et un forum de discussion pour pouvoir échanger avec nous-mêmes et avec d'autres enseignants travaillant sur le projet. La chose la plus importante pour vous permettre de ne pas perdre énormément de temps dans des recherches d'archives qui sont quelquefois longues, compliquées et qui peuvent aussi coûter de l'argent, nous avons passé des conventions avec les principaux centres d'archives en France et maintenant à l'international. Nous avons digitalisé les documents spécifiques concernant les déportés du convoi 77 et nous avons à votre disposition plus de 50 000 documents concernant les déportés de ce convoi. Ce qui fait que d'une façon générale, à quelques exceptions près, lorsque vous commencez votre travail, vous disposez déjà d'une quinzaine, d'une vingtaine de documents par déporté. Pour certains déportés, sont des documents de grand intérêt, pour d'autres déportés, quelquefois beaucoup moins. Ce sont souvent des documents administratifs, mais il y a aussi des documents personnels et quelquefois même des photos. Un point rapide de la mise en œuvre de notre projet. Comme je vous l'ai dit, le projet concerne dans son intégralité 32 pays. À l'heure actuelle, le programme a débuté dans 19 pays. 19 pays, essentiellement des pays d'Europe, mais aussi des pays du bassin méditerranéen où étaient nés des déportés du convoi 77, comme l'Algérie qui à l'époque était territoire français, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. À l'heure actuelle, plus de 230 biographies sont disponibles en ligne sur le site en français et en anglais, et quelquefois dans des langues supplémentaires comme l'allemand et le polonais aujourd'hui, et j'espère prochainement l'arabe pour des biographies qui ont été réalisées dans des pays dont la langue maternelle est l'arabe. Il y a à l'heure actuelle de l'ordre de 250 projets en cours de réalisation. Le Covid nous a posé à nous aussi un certain nombre de problèmes, ce qui fait qu'un certain nombre de projets qui devaient se réaliser au cours de cette année vont être reportés à la rentrée suivante. Mais il y a donc dans les tuyaux, si je puis me permettre, de l'ordre de 250 projets en cours de réalisation. Et comme vous le verrez, les projets qui ont été réalisés, vous pourrez le voir de vous-même sur le site, sont divers dans leur forme et dans leur contenu. Nous n'imposons et volontairement aucune forme à la réalisation de la biographie. Cela tient compte à la fois de votre propre démarche de travail, du nombre et de la qualité des documents et des sources d'informations qui sont à votre disposition, et je dirais de la façon dont vous concevez la réalisation de ce projet et de ce travail. Un exemple très rapide, Claire va y revenir, de ce qu'est une biographie publiée. Vous aurez la possibilité d'en voir de très nombreuses en ligne. Je vous présente celle-ci pour une raison très simple. Les élèves, il s'agissait de la biographie d'un enfant pour lequel nous n'avions aucune photo, et les enfants qui ont travaillé sur le projet, les adolescents qui ont travaillé sur le projet, ont essayé d'imaginer quel était le visage de cet enfant, et à défaut d'avoir une photo de lui, ils ont souhaité, et c'était le souhait des enfants, de mettre à la place de sa photo le visage tel qu'ils pensaient ou tel qu'ils imaginaient ce petit garçon qui s'appelait Alain Jurkiewicz et sur lequel ils ont travaillé pendant une année. 32 pays concernés, comme je vous l'ai dit, nous devons dans chaque pays mettre en place une stratégie de travail qui est adaptée, qui tient compte du nombre de déportés dans le pays. Pour la France, il y a plus de 700 projets. Pour la Pologne, qui est le deuxième pays, il y a près de 200 projets. Il y a des pays où il y a simplement plusieurs dizaines de déportés et certains où il n'y a que 1 ou 2 déportés. Donc, pour chaque pays, nous mettons en place une démarche de travail qui est différente, qui tient compte aussi de la façon dont la Shoah est enseignée ou n'est pas enseignée dans ce pays, et aussi quelquefois du contexte sociopolitique. Sans rentrer trop dans les détails, il est évident que
par exemple, la façon d'aborder la Shoah en France, en Pologne ou, prenons un pays musulman, n'est pas identique et nous devons à chaque fois prendre en considération le contexte pour mettre en place notre projet. Très rapidement, je voudrais passer sur les groupes que nous avons constitués. Voilà, vous avez le groupe des 6 pays les plus concernés par le projet en termes de nombre de déportés. La couleur verte indique que le projet a démarré et fonctionne d'une façon importante dans le pays. C'est le cas de la France, de la Pologne et de l'Allemagne. Pour les autres pays comme l'Algérie ou l'Ukraine, le projet a démarré, mais il est encore à son début. Et pour la Turquie, il n'y a malheureusement à l'heure actuelle aucun démarrage du projet et avec de grandes difficultés, en tout cas à l'heure actuelle, pour faire avancer le projet. Deuxième groupe de pays, la Roumanie, l'Autriche, la Russie, la Grèce, la Hongrie et la Tunisie. Vous voyez le nombre de déportés et vous voyez là aussi que pour 4 de ces pays, le projet a déjà démarré avec un nombre limité de biographies qui ont été réalisées. Pour la Tunisie, l'ensemble, presque l'intégralité des projets qui devaient être réalisés sont déjà réalisés. C'est la raison pour laquelle ce pays apparaît en vert et malheureusement pour l'instant en Hongrie, nous sommes au point 0. Je vous présente tout cela parce que nous sommes sur le projet e-twinning et bien évidemment, ça sera pour vous l'occasion de rechercher éventuellement, et nous pourrons vous aider pour cela, à trouver des partenaires dans chacun de ces pays qui pourraient être vos partenaires pour travailler sur ce projet. Je continue très rapidement avec des pays où le nombre de déportés est moins important. Moldavie, Biélorussie et Bulgarie, aucun démarrage pour l'instant. Belgique, Lituanie, Suisse et Maroc, là aussi les projets ont démarré, ou comme c'est le cas pour le Maroc, sont en train même de s'achever. Voilà pour les autres pays, République tchèque, Luxembourg, Slovaquie, Royaume-Uni avec des projets en cours, Égypte, 3 projets réalisés, Lettonie, rien pour l'instant, et le dernier groupe de pays avec là, simplement un seul déporté, un pays d'entre eux pour lequel le projet a été réalisé, les autres pour lesquels rien n'a été fait jusqu'à présent. Quels sont nos objectifs pour l'année 2021-2022, donc l'année scolaire qui commencera à partir de décembre? Nous souhaiterions, avec la fin du Covid, pouvoir mettre en œuvre, réaliser au cours de l'année 200 nouveaux projets en France. Et donc, nous serions très heureux si vous participiez à ce projet et si vous étiez donc parmi les 200 nouveaux projets qui pourraient se réaliser en France en 2021-2022. Nous souhaitons mettre en place le plus possible de projets collaboratifs France et autres pays. Qu'est-ce que nous entendons par projet collaboratif France et autres pays? Comme vous l'avez vu, des déportés peuvent être nés par exemple en Pologne et être arrivés en France dans les années 30 ou le début, généralement c'était dans les années 20 ou les années 30. Et dans un cas comme celui-là, nous souhaitons mettre en place un travail où une classe polonaise, par exemple, pourrait travailler sur la partie de la vie de cette personne avant qu'elle quitte son pays, et une classe française travailler sur la vie de cette personne à partir du moment où elle est arrivée en France. Il y a bien sûr un grand intérêt pour nous réaliser ce projet de cette façon-là, mais aussi pour les enseignants et pour les élèves de participer en commun à un travail de recherche et mettre en commun l'ensemble de leurs réalisations. Le dernier point sur lequel je souhaite insister, c'est que nous souhaiterions, et j'espère que ce sera réalisable, pouvoir réaliser, et ce sera vraisemblablement, si tout avance comme nous le souhaitons, en Allemagne à la fin de l'année 2022, une conférence internationale où des enseignants de tous les pays concernés présenteront ce qu'on appelle Best Practice in Shoah Education, donc les plus beaux projets qui auront été réalisés par des enseignants, par vous-même, aussi bien en France qu'à l'étranger. Pardon.
Voilà ce que je souhaitais vous dire et je vais maintenant passer la parole à Claire Podetti en arrêtant le partage. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Moi, je vais faire le partage. Alors, voilà, normalement, est-ce que vous voyez bien? Ça marche? Voilà. Oui, d'accord. Oui. Par contre, le diaporama, ben oui, je dois voir. OK. Alors, donc je vais vous présenter moi le projet. Alors moi j'enseigne, je coordonne le projet au niveau pédagogique, mais je suis comme vous enseignante dans un collège en banlieue parisienne à Palaiseau et j'ai mené ce projet 3 années de suite. Et donc c'est un petit peu de l'expérience, comme un peu un exemple sur ça en fait que je vais m'appuyer pour vous présenter le projet dans à la fois ses finalités et puis tout l'intérêt qu'il y a d'enseigner la Shoah autrement, comme vous l'a dit Georges, à hauteur en fait d'une histoire locale et où j'ai mis d'une micro-histoire. Alors à l'origine, en fait, nous voulions que les élèves travaillent sur un déporté qui soit était né, soit avait vécu ou avait été arrêté dans la ville. Alors ça, c'était l'idéal, ou le département de la personne qui avait été choisie. Mais évidemment, c'est pas toujours possible. Alors vous voyez là, je vous ai mis le site et vous voyez, on a référencé quand vous irez sur notre site la date de naissance évidemment, mais aussi le lieu et l'adresse où la personne a été arrêtée. Donc c'est très facile de voir quand vous irez sur notre site si il y a un déporté à côté de votre établissement. Mais c'est pas toujours possible et ça a été mon cas. En fait, moi j'enseigne en Essonne, donc il n'y avait personne en Essonne, donc a fortiori personne dans la ville de Palaiseau. De ce fait, ce sont d'autres critères qui ont été à l'origine de mes choix. La première année, j'ai travaillé sur Yankel Fensterschab parce que, vous la voyez en dessous, je connaissais bien Ida Grinspan, sa fille, qui venait témoigner chez moi. Et donc, mon idée, c'était de faire venir Ida et qu'elle parle un petit peu de son père. Et puis, donc, je vous montre, alors effectivement, voilà, donc Yankel Fensterschap sur lequel j'ai travaillé. Et puis, les années suivantes, j'ai travaillé sur les deux sœurs Klotz que vous voyez à l'image et Léo Kohn. Et les choix qui nous ont guidés, parce que je travaillais en interdisciplinarité avec ma collègue de français, étaient de choisir des déportés qui avaient eu des descendants et donc sur lesquels nous pourrions nous appuyer pour faire venir des témoins. Donc les critères, il y avait des questions d'un collègue là qui disait sur quels critères? Tous les critères sont possibles et moi je peux vous aider s'il n'y a pas de déportés dans votre établissement à choisir des critères ou peut-être que vous aurez vous-même des critères. C'est peut-être de travailler sur un enfant ou une famille ou par exemple, là, on est sur eTwinning, donc de travailler sur un déporté qui serait né en Pologne, en Allemagne, en Ukraine, et avec l'occasion de travailler avec une classe ukrainienne, la classe ukrainienne travaillant sur les archives de l'état civil, et vous sur les archives qui sont en France. Donc ça, c'est évidemment tout à fait possible, puisque c'est d'abord un projet de micro-histoire qu'initie donc le projet Convoi 77, avec l'idée d'étudier le parcours d'une personne ou d'une famille. Mais si c'est une famille, donc il faut qu'on rédige une biographie par personne. Ça, c'est une de nos exigences, puisque chacun mérite évidemment que son histoire soit réécrite. Et c'est pour moi sûrement la finalité la plus intéressante de ce projet, puisqu'elle nous permet de parler de la vie juive avant la Shoah, ce que nos programmes ne nous permettent pas. Et là, on a une perspective européenne, à la fois d'une histoire européenne de ce qu'a été la vie juive avant la Shoah, en Pologne, mais aussi ailleurs, et puis l'histoire des migrations, puisque Georges vous l'a dit, sont arrêtées en France des personnes de 32 nationalités différentes. Donc c'est ça aussi qu'on peut aborder avec les élèves, c'est cette histoire européenne et dont l'unité se fait par ce convoi-là. Alors il y avait une des questions, est-ce que je peux travailler sur un déporté d'un autre convoi?
Non, alors du coup, c'est pas du tout la finalité de ce projet. Et c'est ce qui fait son unité aussi. Et ça, les élèves le comprennent bien, c'est-à-dire que chaque classe va travailler et participe à réécrire ces histoires dans une perspective, alors plus large que l'Europe, hein, d'ailleurs je dis Europe, mais internationale, et dans cette idée d'une mémoire qui soit aussi, hein, qui fasse partie de notre mémoire. Les archives, donc Georges vous en a parlé, et c'est aussi tout l'intérêt de ce projet, c'est que nous fournissons les premières archives. En fait, des historiens ont été à Caen et puis également à Pierrefitte, où se trouvent les archives du Fonds de Moscou. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous expliquer. Après la guerre, en fait, chaque déporté parti de France, pour des motifs politiques également, pas forcément que raciaux, a eu un dossier qui a été ouvert en son nom. Ensuite, ce dossier a été complété soit par la famille, quand il y avait une famille qui restait, soit pas. Donc parfois, on a des dossiers avec très très peu de documents, et c'est le cas pour quelques personnes de notre projet, mais parfois, on a beaucoup de documents. On a également donc tout ce qu'on appelle le Fonds de Moscou dans notre jargon d'historien. Ce sont en fait des archives de la Sûreté générale à l'époque, qui ont été emmenés par les Allemands pendant la guerre pour être analysés. Et au moment de la libération de Berlin, les Soviétiques les ont ramenés à Moscou. Et pendant 50 ans, en fait, elles étaient à Moscou. Elles ne sont revenues en France que dans les années 80. Et là, il y a un fonds énorme parce que dans ces archives, c'était en fait tout le suivi des étrangers, les cartes d'identité, les dossiers de naturalisation. Donc, on a là un fonds très, très, très important, en fait. Et donc, ça, on les fournit également. Et puis, Badal-Rosen, pardon, ce sont les archives d'Auschwitz. Là, il n'y a pas forcément grand-chose, mais parfois, quand les déportés n'ont pas été assassinés tout de suite, on a des documents qui peuvent être intéressants. Donc, par exemple, moi, pour Yankel Fensterschab, le père d'Ida, se trouvait dans les archives du Fonds de Moscou un contrat de mariage qu'Ida ne connaissait pas, en fait, de son père, qu'il avait laissé pour sa demande de carte d'identité. Donc, on peut avoir des documents comme ça. Le but après, et c'était une des questions, c'est évidemment de mener l'enquête avec vos élèves et de travailler comme un historien, c'est-à-dire de leur montrer que écrire l'histoire, c'est s'appuyer sur des archives, c'est les croiser et c'est donc enquêter. Et parfois, alors parfois il n'y a plus rien, mais c'est ça aussi l'intérêt de ce projet. Par exemple, pour Ida, de son père, de ses deux parents, parce que les deux ont été déportés pas par le même convoi, elle n'a retrouvé au retour de la guerre, puisqu'elle-même a été déportée, qu'un faire-part de mariage qui s'était glissé et que on n'avait pas vu dans l'appartement, enfin les personnes qui avaient ensuite s'étaient emparées de l'appartement, et un dé à coudre. Et donc, toute la vie de son père en Pologne, et puis également ils se sont mariés en Allemagne, tenait dans ces deux documents. Et donc, c'est montrer aussi aux élèves que l'histoire, c'est des blancs, c'est des vides, et que la Shoah, c'est aussi ça. C'est pas simplement la disparition des personnes, c'est aussi la disparition de toutes les archives personnelles, des photos qui pourraient nous permettre d'écrire l'histoire de ces personnes. Et je trouve que dans ce projet, on descend, en descendant à l'échelle des personnes, on descend, on est dans cette réalité-là. Voilà, donc là, moi, je peux évidemment vous aider, c'est mon rôle dans ce projet, à chercher d'autres archives, à regarder en amont pour vous, et même à chercher des descendants. Depuis quelques temps, là, j'ai des collègues qui veulent voir s'il y a des descendants, et on a retrouvé, et ça peut être aussi également très intéressant. Ensuite, avec ces matériaux, le but, c'est évidemment de rédiger une biographie, de montrer cette écriture avec les élèves. Alors pour cela, vous avez des ateliers à Paris, donc au Mémorial de la Shoah, Drancy et à Paris. Il y a des ateliers de travail sur les archives. Je sais qu'il y a des collègues là du Sud, au Camp des Milles, hein, il y a des ateliers très intéressants qui peuvent être des ateliers réflexifs. Et donc ça peut être également l'occasion d'approfondir ce travail pour rédiger ensuite une biographie et montrer aux élèves ce que c'est qu'une biographie historique. Alors les finalités civiques
elles sont très importantes. Je vais vous les décrire rapidement, mais tout est possible. Moi, une année, j'ai travaillé avec une journaliste et on a fait un parallèle entre l'écriture, les outils et les méthodes de l'historien, et aujourd'hui, comment ces outils peuvent permettre de décrypter les fake news si on croise les informations. Ce peut être des ateliers réflexifs, ce peut être pour les lycéens, avec les collègues de philo, une réflexion plus longue sur l'antisémitisme et l'antijudaïsme. Et c'est l'occasion là de l'aborder. Faire venir des témoins, donc je vous en ai parlé, nous on a beaucoup travaillé avec les descendants, en mettant évidemment les témoignages à distance. Et vous voyez ici Daniel Hurberstel qui a été déporté par le convoi 77 et dont le témoignage a été filmé. Il se déplace encore, il est en région parisienne, mais vous pouvez le montrer à vos élèves. Il a été déporté à l'âge de 13 ans. C'est le plus jeune rescapé français, en fait. Et c'est un monsieur qui témoigne de sa déportation. Après des prolongements, alors l'idée, moi, en engageant une classe dans le projet, c'était aussi, avec ma collègue de lettres, de faire des prolongements littéraires, de faire des biographies autres. L'idée, c'était de faire une biographie historique, mais aussi de laisser des possibles. Et pour les sœurs Klotz, on avait tellement peu d'archives que les élèves ont décidé d'écrire 3 poèmes. Et c'était sur 3 moments de leur vie. Pour les Léocones, comme nous avions contacté ces enfants, ces petits-enfants, et on a eu la chance d'avoir ces arrière-petits-enfants, on leur a demandé d'écrire ce qu'était leur Léo, quelle vision ils avaient de Léo. Et ce qui était intéressant, c'est que les arrière-petits-fils avaient l'âge de nos élèves. Et puis, on a fait sur Ida une biographie à la Pérec avec des « je me souviens » en faisant avec l'idée qu'on se souvenait. Donc, c'était intéressant. Et c'était vraiment des possibles. Et puis également, l'idée de travailler avec des artistes, nous l'avons voulu. Et là, je peux vous aider, moi, à trouver des financements pour laisser la possibilité à tous les élèves de s'exprimer. Parce qu'en fait, l'écriture d'une biographie, c'est parfois difficile pour certains élèves. Moi, je travaille avec des élèves qui sont primo-arrivants, c'est-à-dire qui maîtrisent le français depuis très très peu de temps, très souvent allophones. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'exprimer. Et donc, ils ont toute l'attitude. Donc, vous voyez ici une aquarelle. On travaille également avec un comédien. On essaye de mettre en scène. Donc là, on avait écrit sur le père d'Ida. Et cette année, on a travaillé en faisant des storyboards sur des stop motion. Et il y a eu des choses vraiment très intéressantes. Pour conclure, c'est ce projet qui m'a donné envie de faire et qui m'a permis de faire l'histoire locale, puisque dans le collège où je suis, 2 déportés, Léopold Zilberman que vous voyez ici et Mosek Wisnia, ont été déportés par le convoi 44. Et c'est forte de mon expérience du convoi 77 que j'ai pu mener cette enquête. Et cette année, j'ai travaillé avec l'artiste allemand Gunther Demnig, que vous connaissez peut-être, qui met ses pavés de mémoire. C'est Stolpersteiner, et pierre d'achoppement, que vous avez peut-être vu à Berlin, à Bruxelles. Il y en a dans énormément de villes. En France, il commence à arriver. Il a répondu tout de suite favorablement. C'est un moyen, alors comme Georges le disait, on est dans un projet à la croisée de l'histoire et de la mémoire. Et nous, ça a été un moyen d'ancrer dans notre ville ce projet de recherche. Et il se trouve que le déporté que vous voyez, Léopold, était compositeur de musique. Et donc, une des salles du conservatoire va porter son nom. Donc voilà, c'était le moyen de l'ancrer également dans la ville. Donc ça, je passe parce que Georges vous a parlé. Et donc, bon, je voulais conclure en disant, là, sur eTwinning, c'est fabuleux parce que je mesure à quel point nos 2 projets sont complémentaires, parce que là, il y a énormément de possibles à inventer. Voilà. Alors, j'ai terminé là, pardon. Donc merci infiniment à Georges et à Claire pour ce partage, pour ce très très beau projet, très touchant et très lourd de sens aussi pour les élèves et les établissements scolaires et les villes aussi. Et puis certainement pour s'il y a des descendants aussi de déportés.
Alors, on a eu plusieurs questions dans le chat. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez... Alors, moi, je peux les poser. Alors, il y a par exemple quelqu'un qui est à Mayotte et qui aurait souhaité savoir s'il y avait d'autres classes qui avaient travaillé sur des biodéportés en étant à Outre-mer. Je ne sais pas si Georges ou Claire, vous avez cette information. À ma connaissance, non. Par contre, nous avons des exemples de... nous avons par exemple un lycée, qui est d'ailleurs un lycée français au Danemark, qui a travaillé dans un premier temps sur la biographie du seul déporté qui était né au Danemark. Mais les enseignants ont dit, nous, on veut continuer. Et Claire, tu veux en dire 2 mots? Ils ont donc travaillé ensuite sur des déportés nés dans d'autres endroits. Donc même si il n'y a personne qui est né à Mayotte, on peut peut-être même trouver un lien auquel je ne pense pas à l'heure actuelle, ou même faire en sorte, si une classe souhaite travailler à Mayotte sur un projet, mettre sur pied quelque chose de particulier. Claire? Pardon, Georges, on a quelqu'un de la Réunion qui a même participé, qui a été lauréate du concours de la résistance avec notre projet. Tu as fait raison. Donc là, Mayotte, c'est voilà, donc pas de problème. Et il y a un collègue qui était de Guyane, donc il y a des déportés de Cuba. Ça peut être fabuleux. Alors c'est l'Amérique du Sud, c'est un peu plus large, mais ça peut être intéressant. Et quant à la collègue du Danemark, elle a ensuite travaillé avec un collègue de Lituanie. Et c'était passionnant parce qu'en fait, bon, les 2 collègues ont échangé sur ce projet. Et là, je me dis qu'on aurait pu passer par eTwinning. C'est-à-dire que maintenant, quand on aura ça, évidemment, c'est fabuleux. Parce que là, pour eux, ça va être un lieu fabuleux d'échange, en fait. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a effectivement, comme disait Georges et Claire, il y a énormément de possibles à inventer. Il y a une petite question pratique. Lorsqu'on voit biographie en cours sur les fiches des déportés, ça veut dire qu'il y a une classe qui travaille actuellement dessus. C'est bien cela. Donc, très bien. Alors, j'imagine l'enchaînement de la question, si quelqu'un travaille déjà dessus, il faut choisir un autre déporté. L'objectif n'est pas d'avoir deux versions différentes du travail sur une même biographie. Alors, sauf si la classe qui est engagée est une classe à l'étranger. Et là, on pourrait nous regarder, auquel cas ça pourrait être une biographie là double, hein, c'est ce qu'on cherche. Donc ça serait possible. Mais c'est à nous de regarder parce qu'effectivement, on saura directement répondre aux collègues. C'est effectivement un élément important. Si vous voyez une petite croix grise qui dit qu'un projet est en cours, la croix grise ne vous permet pas de savoir si ce projet est en cours en France ou dans un autre pays. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en disant, voilà, 1, je souhaite participer au projet, 2, je souhaiterais travailler sur telle et telle personne. Et à partir de ce moment-là, on aura, nous, la possibilité de vous dire plus précisément si c'est possible ou pas. Et si c'est comme nous souhaiterions le faire dans de nombreux cas, surtout avec l'équipe d'eTwinning, c'est-à-dire de faire travailler une classe à la fois en France et à l'étranger. Alors, il y a une autre question. Comment peut-on savoir si un déporté qui a vécu, on est dans la commune où vivent mes élèves, vous avez montré le fiche pour trier par département, mais il y a également une carte qui géolocalise les déportés qui est accessible sur le site. Donc, si vous allez sur Convoi 77 dans la rubrique Les déportés, vous avez sur ce menu-là géolocalisation des déportés. J'ai mis le lien dans le chat tout à l'heure. C'est très très parlant, très bien fait, et ça permet de savoir si la personne a vécu à tel endroit ou est née. Donc ça, c'est une nuance importante aussi. J'ai trouvé un déporté. Vas-y, Claire. Oui, pardon, Elisabeth. On a aussi un moteur de recherche, c'est-à-dire si vous voulez regarder dans votre département, sur notre site, en fait, au moment où vous faites la liste des déportés, à droite, il y a une petite loupe, et là, vous pouvez rentrer votre département, et là, vous voyez tout de suite s'il y a un des déportés qui soit est né, soit a vécu dans la ville. Mais encore une fois, même si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez travailler avec nous sur ce projet, nous ne sommes pas sectaires, n'est-ce pas? Et nous serons très, 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 très heureux de vous intégrer à ce projet. Tout le monde trouvera sa place. Absolument. Voilà. Donc, l'appel est lancé.
Alors, j'ai trouvé un déporté qui a vécu près de mon lycée. Il est né à Vienne et en Autriche. Je souhaiterais travailler avec une classe de Vienne pour suivre la personne. Comment faire? Vous inscrire sur le projet, sur le site, et dans la semaine, nous revenons vers vous et nous établissons le contact. S'il existe une classe, en l'occurrence à Vienne, qui a déjà commencé à travailler sur le projet, ce qui n'est pas du tout évident, ça serait formidable, on vous mettra directement en rapport avec eux, ou autrement, nous prendrons l'initiative de chercher une classe à Vienne ou en Autriche qui pourra travailler avec vous sur ce projet. Alors ça, c'est, je souligne à quel point c'est précieux, cette aide à la recherche de partenaires. C'est vrai que dans eTwinning, vous avez des outils de recherche de partenaires, mais on ne peut pas vous accompagner dans une recherche individuelle. Là, vous avez à la fois des documents d'archives qui sont fournis et une aide à la recherche de partenaires pertinents à l'étranger via l'association. Je vous dis de foncer, parce que c'est vrai que c'est rare en fait d'avoir ce niveau d'accompagnement pour cette partie qui est souvent l'obstacle premier pour un projet. Donc, si vous avez la possibilité de faire un projet eTwinning qui combine la biographie de chaque côté des frontières, c'est vraiment extraordinaire. Alors, si je descends encore un petit peu, est-ce qu'on peut réaliser la biographie dans un autre format, vidéo, web radio, émissions diverses? Donc, c'est peut-être... Claire, je te laisse répondre. Voilà. Oui, bien sûr. C'est aussi tout l'intérêt, tout est possible dans ce projet. Donc, il faut quand même une forme numérique pour qu'on puisse l'avoir à lire. Mais évidemment, et au contraire, j'ai envie de dire, je pense que la richesse de ce projet, quand vous regarderez les biographies, c'est d'avoir inventé, et il y a des collègues qui font des choses fabuleuses. En fait, ça peut être l'écriture d'une pièce de théâtre, enfin, tout, une vidéo, évidemment, un PowerPoint, tout ce que vous proposerez comme support un peu novateur sera pour nous intéressant. Alors, parfois, ça nous demande un petit peu de réflexion. Cette année, on a une collègue qui a voulu un support d'un livre, donc ce qui est pour nous vraiment très intéressant. Donc, on va l'archiver et on réfléchit à comment le mettre en ligne. Mais oui, évidemment, ne vous censurez pas, tout est possible. Nous, on s'adaptera après. Juste un élément supplémentaire, une classe est en train de terminer un projet, a réalisé une exposition. En fait, ils ont essayé de reconstituer, sur la base de quelques objets et quelques photos qu'ils avaient trouvées, l'intérieur de l'appartement d'une famille entière qui a été déportée. Et ils ont reconstitué dans une salle de leur municipalité cette maison, et cette exposition sera donc visible. Donc là aussi, il y a des idées tout à fait originales qui sont lancées, et donc effectivement, tout est possible. Ça, c'est extraordinaire. Alors, Claire, il y a une question qui vous est adressée. Est-ce que vous faites ce projet sur les heures de cours ou sous forme d'atelier le midi, par exemple? Oui, alors ça, c'est une question essentielle. Moi, je l'ai fait sur des heures d'atelier. Au départ, 1 heure le midi, et puis ensuite, on avait demandé à ce que ce soit 2 heures, et des classes. Alors, chez nous, c'est des classes à pacte, donc en partie financées par la DAC ou la DRAC pour les lycées. Et ça, je peux vous aider à monter les dossiers également. Mais oui, on a demandé des heures en interdisciplinarité et à part, parce que c'est toute la difficulté de mener le projet. Moi, c'est sur des classes entières, en fait. Après, il y a des collègues qui font le projet sur des heures au CDI, le midi, sur des clubs. Là encore, hein, tout est possible. Vous pouvez travailler avec quelques élèves ou toute une classe ou plusieurs classes sur un ou plusieurs déportés. C'est vous qui êtes les premiers à juger si c'est trop ambitieux de travailler sur plusieurs déportés ou si au contraire, ou c'est trop ambitieux de travailler avec une classe. Et là, tout est possible. Et je réponds aussi à une question, est-ce qu'une biographie doit être finalisée en 1 an? Non. Pour plein de raisons. Là, on l'a vu avec le confinement,
voilà, il y a énormément de contraintes et on a des programmes à respecter aussi. Donc, on peut s'engager sur plusieurs années. La difficulté étant que c'est une classe qui commence et une autre qui continue, mais ça, on peut trouver des choses. Hein, ça peut être une transmission et c'est aussi intéressant. Donc, là aussi, tout est possible. Très, très bien. Et alors, j'imagine que c'est pareil pour le travail sur les biographies Convoi 77, mais dans eTwinning, on conseille très souvent de vous associer à notre enseignant, pourquoi pas d'une autre discipline. Donc, si vous travaillez sur les heures justement avec l'enseignement documentaliste et vous êtes professeur d'histoire géo, c'est une combinaison vraiment excellente pour accompagner les élèves aussi sur la maîtrise des démarches de recherche documentaire, de maîtrise aussi d'outils numériques parfois. Si vous avez envie de travailler sur une biographie dans plusieurs langues, de vous associer à un enseignant de langue, enfin, il y a énormément de possibles et je pense que c'est vraiment intéressant et parfois plus riche de porter ce projet avec un autre enseignant. Là, vous me corrigez, hein. Mais c'est vrai que dans eTwinning, en tout cas de façon générale, c'est vrai qu'on voit beaucoup de binômes qui se mettent en place et qui permettent à chacun d'apporter leurs compétences et leur regard et donc de s'enrichir mutuellement aussi dans la façon de mener le projet. Oui, alors moi, je suis mais totalement d'accord avec ça. Hein. Pour moi, l'interdisciplinarité, ça a été à la fois fabuleux avec cet objectif commun, histoire, lettres et art. Et depuis, enfin, vraiment, j'y ai trouvé un énorme plaisir et en même temps une découverte. Mais je pense que tous les collègues le savent, hein, des élèves qui, en classe, dans un enseignement traditionnel, ne s'épanouissent pas forcément. Là, je sais qu'il y a beaucoup de collègues de lycée pro, et bravo, parce que, oui, je vois Madame Bonal Suarez, génial, hein, qui sont dans un projet là, avec la Pologne, Convoi 77, et pour nous, c'est fabuleux qu'il y ait des lycées professionnels, parce que je pense que on en a peu, mais les collègues du lycée professionnel ont fait des biographies très, très intéressantes, dont une qui vient d'être primée d'ailleurs par le ministère de la Défense, d'un collègue agricole. Alors, c'était aussi une des questions, si je travaille dans un établissement rural, je peux difficilement me déplacer. Oui, en même temps, nous, on vous envoie les archives et aujourd'hui, il y a énormément de choses numérisées. Donc, c'est pas forcément ça la difficulté. Et au contraire, moi, j'ai envie de dire, je trouve que justement, l'enseignement rural, professionnel, peut apporter tellement d'autres choses intéressantes. Enfin, nous, ça nous ouvre vraiment des horizons autres. Voilà, donc allez-y, lancez-vous dans ce projet. Vraiment, je trouve que pour nous, ça l'enrichit encore davantage. Excellent. Alors, est-ce un problème si nous avons déjà des partenaires polonais, ukrainiens et peut-être allemands? Alors, je ne sais pas, en fait, par rapport à l'avant-après, mais je ne sais pas si... Non, alors j'ai envie de dire au contraire, si on peut les embarquer dans ce projet, c'est fabuleux. Non, non, mais bien sûr. Ouais. Je pense que pour nous, c'est au contraire. Ouais. Et moi, je dirais d'un point de vue eTwinning, alors de toute façon, le travail biographique de recherche, de mise en forme, de créativité, d'interdisciplinarité, en soi est génialissime et est un objectif. Moi, je rêve aussi de voir ces biographies associées à un projet d'échange, en fait, plus large pour permettre aux classes de faire connaissance personnelle, de pouvoir travailler aussi, pourquoi pas, sur les traces de la guerre dans leurs propres environnements. On a vu beaucoup de projets de ce type-là qui se sont faits durant le centenaire de la Première Guerre mondiale, qui ont permis aux élèves vraiment de s'approprier leur environnement et leur histoire locale. Et je trouve que c'est très, très complémentaire avec ce travail de recherche sur des individus. Ça permet vraiment de donner corps et une réalité nouvelle aux élèves. Et si c'est fait dans un contexte d'un échange avec des pays partenaires tels que la Pologne, l'Allemagne, l'Ukraine, au contraire, c'est vraiment, je pense, une richesse inouïe pour les élèves et une brique dans la grande maison de l'enseignement de l'histoire, vécue différemment par les élèves. Merci Elisabeth d'insister sur ce point qui est en fait aussi très important pour nous. Ce projet est un projet européen, est un projet international dont l'objectif est aussi de mettre en relation de jeunes Européens qui ont
les uns et les autres une vision et une connaissance différente de l'histoire de l'Europe en fonction de l'endroit, la façon dont leur propre pays et dans quel camp ils se trouvaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais tout cela est derrière nous. C'est l'occasion entre des enfants qui sont en plus nés, pour leur grande majorité, très 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 longtemps après la Seconde Guerre mondiale, 50, 60, 80 années, presque, disons 70 années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la possibilité d'échanger, de comprendre, de se connaître, et c'est pour nous une dimension très très importante. Donc effectivement, on part de la Shoah, effectivement c'est important de reconstituer l'histoire d'une personne qui a été assassinée pendant la Shoah. C'est vrai que en cela c'est déjà quelque chose de très important, parce que quelqu'un comme Elie Wiesel disait quelqu'un qui est mort pendant la Shoah et dont on ne parle pas, c'est comme s'il était assassiné une seconde fois. Le fait de pouvoir écrire l'histoire d'une personne qui a été assassinée, c'est une façon de le sortir de l'anonymat, et c'est en cela quelque chose de très important. Mais le projet va bien au-delà, puisqu'en l'occurrence, c'est l'occasion, là aussi, de travailler sur l'histoire de son pays, de mettre en avant tout ce qui s'est passé pendant cette période terrible de l'histoire de l'Europe, et de donner aux enfants des outils pour leur permettre de comprendre où peut mener, je dirais, la folie des hommes, le fait de mettre une partie de la population à l'écart, de la stigmatiser. Comme vous le savez, ça s'est bien sûr passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Des crimes contre l'humanité et des génocides, il y en a eu aussi plus près de nous. Et c'est une façon importante de faire prendre conscience aux enfants de tous ces processus pour éviter que, lorsqu'ils seront prochainement des adultes responsables dans des sociétés démocratiques, ils sachent qu'il y a des tas de choses à faire pour éviter qu'une telle chose se reproduise. Oui, oui, totalement. C'est extrêmement bien dit. Merci beaucoup, Georges. Alors, on a dépassé un petit peu l'heure qu'on avait annoncée. Il y a encore quelques questions qui sont importantes aussi. Est-ce que je peux travailler en anglais, car j'enseigne la littérature et la civilisation en anglais au collège. Il me semble qu'il n'y a pas de limitation de langue. Absolument aucune, c'est tout à fait possible. Super. Il y a une personne qui est intéressée par la personne déportée de Cuba. Parce qu'il y a déjà un projet avec Cuba, donc je pense qu'il doit vous écrire les contacts. S'inscrire tout simplement et nous reprendrons contact et nous établirons les contacts, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a un groupe constitué sur eTwinning? Alors, pas encore à ma connaissance. Alors, il faut on va se pencher sur la question. On l'a peut-être fait il y a quelques temps, mais il n'est pas animé si c'est le cas. Dans notre réflexion, Steven, peut-être que tu as un élément, mais dans notre réflexion, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir un groupe d'échange. Maintenant, il y a aussi la plateforme Convoi 77 qui permet d'échanger avec des enseignants. Donc, il faut qu'on voit un peu l'articulation. Oui, en effet, il n'y a pas de groupe animé pour l'instant. Merci. Sur le plan administratif, est-ce que l'établissement doit signer une convention avec l'association? Pas du tout. Et comment dirais-je, l'engagement de l'établissement vis-à-vis de l'association ou de l'enseignant vis-à-vis de l'association est un engagement avant tout moral. Nous ne vous poursuivrons pas devant les tribunaux si vous êtes inscrit et pour une quelconque raison le projet n'avance pas ou ne peut pas être mené à bien. Bien évidemment, nous souhaitons que l'ensemble des projets puissent être menés à bien et nous sommes là pour vous aider. Mais si pour une quelconque raison cela n'est pas possible ou s'il doit être déplacé dans le temps, ça ne pose bien entendu aucun problème. C'est une démarche d'enseignant qui s'engage pédagogiquement et moralement auprès de l'association. Absolument. Voilà. Alors, la DAC ou la DRAC, c'est aussi bien pour le privé que pour le public? Bonne question. Je pense, si l'établissement est sous contrat, j'imagine que c'est la délégation académique ou régionale à l'action culturelle. Je vais me renseigner et je ne sais pas si on a laissé mon mail. En fait,
Il y aura, j'ai un dernier écran avec les contacts. Génial. Mais dans tous les cas, quand à la suite de ce webinaire, on enverra l'enregistrement et les coordonnées de l'association et de Claire aussi seront en copie du message. Donc, n'hésitez surtout pas à reprendre contact avec eux par la suite. Donc, vous pourrez aussi poser vos questions par mail suite au webinaire. Alors, nous avons déjà un partenaire en Pollen Paris Twinning qui serait intéressé par le projet et nous échangerions en allemand. Peut-on le préciser à l'inscription, j'imagine, sur la plateforme Convoi 77? Tout à fait, absolument. Ça, c'est très intéressant. Donc, le projet de ma collègue d'histoire était de se déplacer à terme en Pologne avec les élèves. Est-ce possible de trouver par ce biais un établissement polonais francophone dans la région de Cracovie? Comme ça, est-ce que tu as quelque chose à proposer immédiatement? C'est Madame Donald Soares, Alexandra est en train d'essayer de regarder. Donc, pour essayer de faire ça, de trouver un établissement et sinon, à la limite, je pense qu'Alexandra pourrait traduire parce que les collègues en général en Pologne parlent très bien anglais. Les élèves aussi, le français c'est un petit peu moins, mais elle essaye de trouver ça. Mais oui, ça serait fabuleux pour vous. Alors, Alexandra, c'est donc la coordinatrice du projet en Pologne. C'est le seul pays dans lequel nous avons une coordinatrice, puisque comme vous l'avez vu, il y a plus de 200 projets, quasiment 200 projets à réaliser en Pologne. Dans les autres pays, nous mettons en place des structures, mais sans avoir quelqu'un qui coordonne le projet. J'ajouterais sur ce point que dans de nombreux pays, il y a aussi la possibilité de travailler avec des établissements français, des établissements du réseau de l'AEFE dans le pays, où donc vous avez ce double avantage, c'est-à-dire d'être à l'étranger, mais avec des enseignants qui doublement parlent votre langage, puisqu'en l'occurrence, ils parlent français, et ils ont aussi un programme qui est identique au vôtre. Donc là aussi, il y a la possibilité, effectivement, de travailler avec des établissements AEFE à l'étranger. Il y a quelqu'un qui serait intéressé de travailler avec un partenaire allemand car il enseigne en section européenne allemande avec des secondes et des premières. Je dirais que c'est tout à fait possible. Voilà, au contraire, hein, il nous fait remonter ça et nous, on va chercher pour trouver quelqu'un en Allemagne. Mais oui, au contraire, c'est tout ça qu'on a envie d'initier par cette visioconférence d'aujourd'hui, donc toutes ces envies qu'on va concrétiser en fait. Alors, il y a quelques questions sur les deadlines pour les projets avec la DAC ou la DRAC. Voilà. C'est très tôt. C'est pour ça que, ça j'en ai pas parlé, en général, moi je commence mes projets au mois de juin, c'est-à-dire que je regarde déjà, je me suis inscrite et j'ai déjà regardé un petit peu les archives et j'ai écrit un projet un peu dans ses finalités pédagogiques et didactiques, parce que la DRAC demande un petit peu ça, pas forcément quelque chose de très construit, mais quand même. Et je crois que la date limite, dans mon souvenir, moi, en Essonne, c'est vers le 20 ou 30 septembre. Donc, c'est très, très tôt, malheureusement. Et donc, sinon, il y a, alors, pour les financements, il y a la Fondation de la mémoire de la Shoah, finance à au moins un quart des budgets des projets. Et puis, souvent, on n'y pense pas, mais la Fédération Maginot, à partir du moment où on travaille sur un lieu en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, donc ça peut être Drancy, là, et qu'il y a une visite, ou à Auschwitz, finance le voyage, une partie du voyage. Donc, mais ça, je ne vais pas détailler, mais il y a le ministère des Armées finance également la DPMA. Donc ça, vous me demanderez, et moi, je peux vous aider à monter des dossiers financiers. Alors, le financement, c'est pour quelle finalité? Donc, des voyages potentiellement, mais d'autres choses aussi? Oui, bien sûr. Moi, les artistes avec lesquels je travaille sont des artistes professionnels. Donc, en fait, ils sont payés, le comédien par la DAC. Et puis, on a travaillé là avec une artiste de la commune dans laquelle je vis. Donc, c'est en partie la Fondation de la mémoire de la Shoah qui a financé les ateliers, en fait. Eh ben, on est arrivé à la fin des questions actuelles. Alors,
je pense que le plus simple, là, on a largement débordé, on a évoqué aussi des pistes possibles avec eTwinning. Je pense que vous serez en mesure de les mettre en œuvre. Je sais que certains d'entre vous ont déjà fait des projets eTwinning et d'autres qui ne l'auraient pas fait. On a de nombreuses formations qui sont disponibles du côté eTwinning et puis un accompagnement du côté Convoi 77. Ce qu'on vous propose, je vais essayer juste de vous montrer quand même les slides de contact, comme ça vous les avez sous les yeux, mais ils vous seront envoyés par la suite également. Et après, si certains ont encore quelques minutes de disponibles, on peut se retrouver pour prendre un petit café sur un outil qu'on aime bien à eTwinning qui s'appelle WonderMe. Qui est un outil pour faire des pauses café un petit peu aléatoires et rencontrer librement les individus. Donc, le format webinaire est très pratique pour de l'échange d'informations un peu descendant, mais moins pratique pour la rencontre entre personnes. Donc, on pensait terminer avec cela. Si je peux très rapidement partager mon dernier slide, je le ferai, sinon ce sera fait par mail. Donc, vous me confirmez que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Ok, hop. Puisque ma souris se déplace aussi. Voilà. Donc, contact pour Convoi 77. Donc, vous avez à l'écran, je ne sais pas si vous faites des captures d'écran, une page Facebook enseignant. Donc, je ne crois pas que vous l'ayez évoqué, mais en tout cas, c'est accessible depuis ce slide. Les coordonnées. Voilà, tout est accessible, je crois, depuis Convoi 77, et dans tous les cas, vous l'aurez à la suite de ce webinaire. Et pour eTwinning, sachez, si vous ne l'avez pas en tête, il y a une assistance technique et pédagogique qui est proposée par le Bureau national. Donc, si vous avez des questions concernant la mise en projet, la recherche de partenaires ou l'utilisation de tel ou tel aspect de la plateforme, on a des équipes joignables à assistance@eTwinning.fr et sur notre site national, vous trouverez toutes sortes d'informations sur les formations en ligne et en présence qu'on propose. On a plusieurs parcours en autonomie et des formations tutorées et beaucoup de webinaires et des ressources nombreuses sur des démarches de pédagogie de projet à distance, si ça peut vous aider. Donc, vous l'aurez pareil à la suite de ce webinaire. Et donc, maintenant, Steven, si tu peux mettre le lien vers WonderMe dans le chat, on vous invite, ceux qui sont encore disponibles un petit peu, de nous retrouver tous sur le café. Et puis, d'abord, je remercie très chaleureusement Georges et Claire pour leur présentation extrêmement riche et avec énormément de perspectives. Et je vous remercie vous aussi, les participants, puisque vous avez posé énormément de questions extrêmement pertinentes et je sens qu'il y aura des choses qui vont se passer derrière et ça, c'est toujours très encourageant. Donc, n'hésitez surtout pas à solliciter l'association Claire, nous, on bouclera les boucles nécessaires, mais en tout cas, on espère que vous vous mettrez très prochainement en projet dans ce cadre-là. Donc, je vous remercie très chaleureusement. Et donc là, mon collègue Steven vient de poser le lien dans le chat. Si vous ne l'avez pas encore testé, ce sera une petite expérience, j'espère, chouette. Et donc, je vous dis à très bientôt par mail. Et encore plus bientôt par café virtuel. Merci Elisabeth, merci à tous et on espère vous retrouver bientôt les uns et les autres et nous restons à votre disposition. Merci à tous et n'hésitez pas à m'écrire pour toute question ou développement ultérieur.